Euh, Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, Inch'Allah, Sidi Bessem va nous présenter la quatrième conférence de l'Association des Lumières. Le sujet sera une continuité de l'ancien sujet et ce sera l'investissement locatif. Monsieur Bessem, je vous donne la parole et je vous donne la parole, monsieur Bessem. Vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, chers membres. Là, c'est moi qui ai la parole ou c'est toi, Sidianis? C'est à toi la parole, monsieur Bessem. Vas-y. D'accord. Bonjour à tous, chers membres. Je suis heureux de vous présenter cette formation, continuité de celle qui a été débutée, à savoir la défiscalisation, comment payer moins d'impôts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'investissement locatif fait également partie de ces techniques de défiscalisation. C'est pour ça qu'on en a parlé la dernière fois, mais on ne s'est pas tellement étalé là-dessus. Si on peut partager mon écran, si possible. Ça, je ne sais pas comment faire. Voilà. Vous voyez les slides? C'est pas le bon. Oui, on voit les slides. Oui, vous voyez les slides, mais voilà. À partir du début. Parfait. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, en fait, la défiscalisation, elle comprend également l'investissement locatif. Et généralement, les conseillers, quand ils vous parlent de déduction de vos impôts, à 90% des cas, ils vont demander un rendez-vous et fixer un rendez-vous avec vous. Ils vont vous présenter ces dispositifs fiscaux, parce que c'est là-dessus, si on peut dire ça, qu'ils se rémunèrent. Il faut être direct et quoi qu'en dise, l'investissement locatif et immobilier, c'est le plus rentable. Parlons des objectifs. On va commencer par les objectifs et après, on parlera des dispositifs. Les objectifs, dans un premier temps, c'est patrimonial. C'est-à-dire, on achète un bien pour se créer un patrimoine, soit pour soi, à savoir un patrimoine qui va nous permettre d'avoir une retraite assez confortable, ou bien pour passer ou léguer ce patrimoine-là à ses enfants. Donc, quoi qu'on dise, c'est assez intéressant, soit pour vous, soit pour vos enfants. Le deuxième objectif, c'est la spéculation. La spéculation, généralement, il y en a ceux qui achètent, ils rénovent, ils achètent de l'ancien, ou ils achètent des bâtiments ou des immeubles ou des biens résidentiels ou quel que soit, en mauvais état, et par la suite, le rénover et le revendre derrière. Donc, il y a le statut soit de marchand de biens si on vend dans les 5 ans. Donc ça, généralement, il faut avoir ce statut-là pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir vendre dans les 5 ans et à payer disons, une plus-value moindre, ou bien avoir un statut normal et vendre au-delà de 5 ans. Donc, dans tous les cas, soit vous êtes un particulier ou bien un professionnel, il y a moyen de spéculer dans l'immobilier. Il faut quand même s'y connaître un minimum. Ou bien c'est fiscal, et nous, c'est notre objectif de cette formation, à savoir payer moins d'impôts en investissant surtout dans l'immobilier. Donc c'est pour réduire votre impôt
quand vous payez trop d'impôts, en fait, il y a des moyens. C'est ce qu'on a présenté la dernière fois, genre tout ce qui est MH, monument historique, ou bien là, c'est l'investissement locatif, il y a aussi l'investissement outre-mer. Donc, notre cas, aujourd'hui, c'est plus des dispositifs, on va parler de plusieurs dispositifs fiscaux, et on va également parler d'autres stratégies. Donc, ça, c'était les objectifs. Donc, soit patrimonial, se créer un patrimoine, soit spéculer, à savoir acheter pas cher, rénover et revendre derrière, ou bien c'est fiscal pour réduire et déduire ses impôts quand on paye au-delà, généralement, de 10 000 euros ou 5 000 euros d'impôts. Donc, les investisseurs, ils cherchent, ou le contribuable, cherche à baisser ses impôts. Là, on a une idée, en fait, c'est très important et très parlant, sur le prix de l'immobilier qui a évolué entre, on voit là, 2013, si on voit le pointeur, par rapport à Paris, par exemple, là, on est sur Paris, on était en moyenne à 8005 à peu près, donc ça a augmenté depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Après, ça a baissé légèrement avec le Covid et c'est reparti. Donc aujourd'hui, on peut dire ça, en 2020, fin 2020, on a atteint, plutôt avant le Covid, juste avant le Covid, on a atteint quand même vers les 11 000 euros en moyenne. Là, on est redescendu en deçà. On est aujourd'hui plus vers les 10 500 qu'autre chose. On le voit également en Île-de-France. C'est la même chose. Donc, on voit que les courbes, elles ont une tendance croissante. Donc, l'immobilier, généralement, il ne fait qu'augmenter compte tenu de la rareté des biens sur le marché. Passons aux dispositifs. Les dispositifs, moi, je vais parler de 4, parce que sinon, on aura besoin, je crois, de 4 heures minimum. Donc, on a la loi Pinel, la loi de Normandie et location, la LMNP, elle est très connue également, location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. La loi Pinel, j'imagine que vous connaissez tous cette loi, à savoir, généralement, c'est ce qu'on vous propose. Quand on vous démarche pour la défiscalisation, on vous parle généralement de la loi Pinel, qui est la plus connue, qui est applicable depuis le 14 septembre 2014, normalement. Et à partir de cette date-là, c'est un nouveau dispositif qui est mis à disposition des contribuables pour acheter, dans un premier temps, c'était dans le neuf, c'est ce qu'on va voir, pour déduire cet investissement de leurs impôts. Moi, je vais vous parler de ça et je vais vous dire comment ça marche. Cette loi-là, la loi Pinel 9, elle a été prorogée parce qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été soit supprimées, soit prorogées. Donc, la loi Pinel fait partie des lois qui ont été prorogées jusqu'en décembre 2024. C'est quoi les conditions? Les conditions sont très importantes. C'est que vous ne pouvez considérer que vous investissez dans Pinel que si vous achetez, chez un promoteur généralement, un programme neuf, l'achat d'un logement neuf ou bien un logement réhabilité. Réhabilité, ça veut dire qu'il a été rénové, ou bien un bien en VFA. VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Ça veut dire vous achetez sur plan. Ça, c'est très répandu ailleurs dans le monde et plus particulièrement en Afrique du Nord. Donc, il y en a qui achètent sur plan. Et donc, l'application, c'était 2014, jusqu'en ça a été prorogé en 2024. C'est limité à 2 biens maximum. C'est très important. Et la limite de votre investissement, à savoir le prix d'un bien ou bien des 2 biens, ne doit pas
excéder les 300 000 euros. La location, il faut qu'elle soit non meublée. Et par rapport au projet, il faut que ce projet, proposé par le promoteur généralement, il respecte les normes environnementales et techniques, plus particulièrement le label BBC 2005 et la RT 2012. Maintenant, il y a la RT 2020. La RT 2020, elle est très, on peut dire ça, très compliquée à appliquer pour les promoteurs parce que ça réduit énormément leur marge vu les contraintes environnementales à respecter, tout ce qui est isolation, tout ce qui est loi climat qui est arrivé, qui est devenu applicable à compter du mois de juin 2021. Donc, ça a ramené, disons, plusieurs restrictions, ce qui a augmenté les prix des appartements. Une fois que vous avez acheté ce bien-là, la condition, il y a plusieurs conditions. Une des conditions, c'est une location minimale de 6 ans. Donc, cette location minimale de 6 ans, elle pourrait être soit de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans. Et selon la durée de location, il y aura une réduction directe sur vos impôts. Elle sera en 2023, ça a baissé. Auparavant, c'était plus de réduction. Donc, ça a changé. Ça ne sert à rien de parler des réductions 2022, 2021, 2020 et même jusqu'en 2014. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, 2023 et 2024. Donc, en 2023, ça sera, si vous louez votre bien à une durée minimale de 6 ans, vous aurez droit à 10,5% de réduction. Si vous louez pendant une durée de 9 années, vous aurez 15% de réduction. On aura un exemple après, ne vous inquiétez pas. Et si vous louez 12 ans, ça sera 17,5%. La réduction en 2024, elle sera moindre, donc plus on avance, malheureusement. Si vous investissez en 2023, vous aurez plus de réduction. Et si vous investisserez en 2024, vous aurez malheureusement moins de réduction, à savoir 9% pour la location de 6 ans, 12% pour la location de 9 ans et 14% pour la location de 12 ans. Il y a également d'autres conditions, c'est que l'achat en soi, il faut qu'il soit dans une zone bien déterminée, dans le dispositif. C'est-à-dire, il y a sur la carte de la France, il y a des communes qui sont concernées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est très important d'acheter dans des zones qui sont concernées par le dispositif Pinel. La condition suivante, je sais qu'il y a plusieurs conditions, c'est tout à fait normal, comme chaque loi, c'est de louer à des futurs locataires qui respectent certaines conditions et plafonds de ressources. Donc, c'est fixé. Là, c'est juste un exemple. Ça, c'est par rapport à Paris. Il y a d'autres villes, on verra tout à l'heure, ça sera moins strict. Donc, tout dépend de l'emplacement du bien en question. Donc, les ressources, les plafonds de ressources, ça change selon la commune du bien acheté. Donc là, par exemple, sur Paris, personne seule, on est à 39 000 euros environ. Il ne faut pas que ça dépasse 39 000 euros. Pour un couple, il ne faut pas que ça dépasse 58 000 euros. Pour une personne à charge 70, 2 personnes à charge 84 000, 3 personnes à charge 100 000, 4 personnes à charge 112 000. Voilà, et une majoration par personne supplémentaire de 12 000 euros. Les niveaux des loyers selon les plafonds fixés. Il y a également, mis à part la commune, il faut qu'elle soit concernée par le dispositif, d'une part, mais d'autre part, vous êtes plafonné dans le loyer. Ça veut dire, vous ne pouvez pas appliquer le loyer que vous voulez. Par exemple, sur Paris,
vous pouvez appliquer au maximum 17,62 € du mètre carré. Et ça, bien sûr, c'est par mois. Donc, je vous ai mis le tableau en bas. Ça, c'est pour montrer les différentes zones. La zone, il y a la zone A bis, la zone A, la zone B1 et la zone B2. Là, on voit que c'est 17,62. On verra après quelques villes qui sont concernées par la zone A, la zone B1 et la zone B2. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible sur Internet. Il suffit de mettre commune, dispositif Pinel, ou bien loi Pinel, ville, ou bien commune. Là, vous aurez toutes les listes par zone. Exemple, zone A, bis. On a Paris et quelques communes en Île-de-France. La zone, ça c'est zone A bis. La zone A, c'est par exemple Lyon et Annemasse. Il y a d'autres villes également, il y en a plusieurs. S'il fallait citer toutes les villes, j'en aurais pour 5 slides minimum. La zone B1, c'est Corse du Sud et le département Outre-mer. Zone B2, là, c'est pas Paris. Zone B2 et zone C. La zone B2 et la zone C ont été supprimées. Attendez, excusez-moi. Voilà. Prenons un exemple de calcul de la loi Pinel pour comprendre comment vous allez réduire vos impôts à travers Pinel. Déjà, il faut se baser sur le coût de revient, savoir le prix de revient. C'est lui le prix de base sur lequel vous allez appliquer un pourcentage. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est les 10%, 10,5%, 12%, 17%. En fait, il faudra appliquer ce pourcentage sur le prix de revient. D'accord? Donc, le prix de revient, qu'est-ce qu'il englobe? Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le prix de vente du bien immobilier, auquel on rajoute les frais de notaire, TVA immobilière, le droit d'enregistrement. Donc, frais de notaire, 3% à peu près. TVA, c'est entre 5,5. 5,5, généralement, c'est tout ce qui est social. Donc, il y a des logements sociaux qui sont proposés en Pinel également. 10% de TVA immobilière, ça, c'est les appartements standards, les projets standards. C'est-à-dire, dans chaque projet immobilier, il y a un pourcentage pour des appartements sociaux, des appartements standards et des appartements supérieurs. D'accord? Donc, si c'est du social, la TVA immobilière que vous allez payer sera de 5,5. Si c'est un appartement standard, disons, c'est 10% et 20% si c'est un appartement comme tous les autres appartements sur le marché. Donc, ce sera 20%. Les droits d'enregistrement, ils sont à peu près de 5,7%. Taxes publicitaires de publicité foncière, c'est 0,71 à 5,81%. Ça varie selon les communes. En fait, tout dépend de la commune. Et ça, c'est très variable. Les diverses commissions, également, tout ce qui est agent immobilier, tout ce qui est frais, par exemple, de constitution de votre dossier bancaire, tout ce qui est tout ce que vous avez dépensé à part ces frais cités. Notre exemple. Donc, on a un prix de vente qui est de 150 000 € et un coût de revient de 220 000 €. Ça veut dire qu'on a additionné toutes les charges qu'on a citées auparavant, à savoir frais de notaire, droit d'enregistrement, taxes de publicité foncière, tout cela, on est passé, et l'agent immobilier aussi ses frais, on est passé de 150 000 à 220 000 €. La durée de la location, elle est de 9 années dans notre cas. Le taux de réduction fiscale est de 15%. Le calcul est le suivant. Donc, la réduction fiscale à laquelle vous aurez droit, elle est de 220 000 fois les 15%, donc 33 000 €. Vous aurez droit à une réduction de 33 000 € sur les 9 années, puisque la durée de location, elle est de 9 années.
soit une réduction de 3 667 € par an sur 9 années. Donc, chaque année, vous déduirez directement de votre, pas de l'assiette fiscale, mais surtout du montant de l'impôt que vous allez payer. C'est là où il y a la réduction de 3 667 € par an. Donc, si c'était 12 ans, ça aurait été plus intéressant, ce qui est tout à fait logique, puisque vous allez louer un bien à un loyer inférieur au marché. Le loyer, s'il est de 25 € du mètre carré par mois, vous allez le louer à, par exemple, à 10 € ou 12 € par mètre carré. Donc, c'est en contrepartie de votre effort dans le loyer et surtout la location pendant 6 années minimum, l'État vous fait un cadeau dans notre cas, de 3 667 € par an. Il y a également, là c'est pour le neuf, pour l'immobilier neuf, il y a également la loi Pinel dans l'ancien. La loi Pinel dans l'ancien, c'est quoi les conditions? Les conditions sont les suivantes. Généralement, c'est la même chose que le Pinel neuf, à savoir la durée, les pourcentages, tout ce qui est taux, les taux sont les mêmes, la durée est la même, il y a 6 ans minimum, donc il y a 6, 9 et 12, et également, le calcul est le même. Qu'est-ce qui change? Là, on parle de l'ancien. Ça veut dire que ceux qui sont considérés et ceux qui sont ciblés par ce dispositif loi Pinel dans l'ancien, c'est les logements inhabitables. C'est-à-dire le logement, il faut qu'il soit vraiment inhabitable. Soit il a été squatté, soit il est en très mauvais état, soit il y a eu un incendie, donc il est vraiment inhabitable. À partir de là, il va y avoir des travaux, et après ces travaux-là, il y aura une déduction. La deuxième condition, plutôt la troisième condition, c'est le changement de destination. Donc, soit c'est des logements, ça concerne des logements inhabitables, soit ça concerne un changement de destination. Qu'est-ce qu'on veut dire par changement de destination? C'est on passe de bureau à logement. Généralement, c'est dans ce cas-là. Ça arrive également, c'est très rare de passer de locaux d'activité, à savoir logistique, en logement. Bon, il peut y avoir, hein, c'est des maisons d'architectes assez atypiques, mais généralement, on passe de bureau à logement, ou bien il y a aussi une nouvelle tendance pour le rachat des hôtels déficitaires et ceux qui ont mis la clé sous la porte. Donc, on les rachète, ils rachètent les murs, puisque le fonds il vaut 0, et ils les transforment au logement. À condition que les travaux de rénovation représentent 25% minimum du prix de l'investissement. Donc, si vous faites si le bien il coûte 100 000 €, il faut que l'investissement il soit au minimum en travaux de 25 000 €. Donc, ce qui revient à 75 000 € s'il s'agit d'un bien de 300 000 €. Il faut que le logement il soit décent. Donc, la surface déjà minimale, c'est 9 mètres carrés. Et la hauteur sous plafond minimale également, elle est de 2,20 mètres. En deçà, on ne peut pas considérer que c'est un logement décent. Et bon état général, tout dépend. Donc là, si on parle de logement inhabitable ou bien logement de destination, si c'est logement de destination bureau pour que ça soit transformé en logement, dans ce cas-là, il faut que ça soit 9 mètres carrés minimum avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et bon état général. Ça permet de créer un déficit foncier, donc un différentiel
entre le revenu foncier, le loyer que vous avez encaissé et les dépenses pour rénover votre bien. Donc là, c'était la loi Pinel. On peut parler de la loi de Normandie. La loi de Normandie dans l'ancien, elle est également applicable dans quelques communes. Donc ça se rapproche. La loi Pinel et la loi de Normandie, elles se ressemblent quand même pas mal. Il y a les mêmes conditions que la loi Pinel, donc tout ce qui est durée, taux et revenus fiscaux du locataire, donc il y a ces conditions-là. Les travaux également de rénovation, il faut qu'elles soient au minimum de 25% du prix de l'opération. Cependant, dans notre cas, à savoir la loi de Normandie, dans l'ancien, il faut que les travaux concernant la rénovation concernent les performances énergétiques, donc minimum 20% de gains en économie énergétique pour les appartements, par exemple, les immeubles, ou bien si vous achetez plusieurs appartements, et pour les logements individuels, pour les maisons, par exemple, c'est 20%. Pour les logements individuels, les appartements, généralement, c'est 30%. Ça veut dire que si vous avez un DPE en F ou bien en G, il faut qu'il passe en minimum D ou E. Donc là, il y a un gain de 20% en performance énergétique. Il y a également les deux types de travaux au minimum. Donc, soit on a la partie gain en énergie, ça va, c'est faire des travaux climatiques, si on peut dire ça, si on utilise ce terme-là pour la loi climat, ou bien on fait des travaux, au minimum 2 travaux, pardon. Donc, changement de la chaudière, ou bien isolation des combles, ou isolation des murs, ou isolation des fenêtres, ou bien le changement de production d'eau chaude. Donc, il faut choisir 2 travaux au minimum de tous ces travaux-là. Ça veut dire soit le changement de chaudière, soit l'isolation des combles, soit l'isolation des murs, soit l'isolation des fenêtres, ou le changement de production d'eau chaude. Il faut en choisir 2 au minimum. Il y a également, il faut créer, donc soit on fait des travaux de performance énergétique, soit on fait des travaux, les changements et les isolations, ou bien on crée une surface, ça pourrait être un balcon, une terrasse ou un garage. Et un point très important, surtout pour ceux qui s'occupent des rénovations, pour que l'acheteur puisse bénéficier de ce dispositif fiscal, à savoir la loi de Normandie, il faut que la finalisation des travaux, elle soit au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant l'acquisition. C'est-à-dire 2 ans après la 2e année. La première année, si vous achetez le 1er janvier 2022, plutôt 2023, il faut que les travaux soient finis avant le 1er janvier 2025. Passons aux locations meublées non professionnelles, LMNP. Il est assez connu comme étant un dispositif très populaire parmi les investisseurs. Comme son nom le porte bien, on parle de location meublée. Donc, c'est obligatoire d'avoir la location meublée, acheter le meuble. Il y a une liste bien précise de meubles, à savoir un lit, un bureau, 4 chaises ou 2 chaises, tout dépend de la taille de l'appartement. Il faut avoir aussi une cuisine équipée, un frigo et une kitchenette.
Voilà. Là, c'est vraiment le minimum. Bien sûr, une salle de bain ou une salle d'eau qui soit installée. Il faut que le logement il soit décent. Le logement décent, ça veut dire minimum 9 mètres carrés, hauteur sous plafond 2,20 m, et il faut qu'il soit en bon état général. Ça veut dire qu'il respecte les critères d'habitabilité. Il y a une autre condition également, c'est les loyers. Il ne faut pas que les loyers, pour rester en dispositif LMNP, il faut surtout pas dépasser les loyers, il ne faut pas qu'ils dépassent 23 000 euros. Donc, les loyers encaissés, il ne faut pas qu'ils dépassent ce plafond. La recette, normalement, les recettes, à savoir les loyers, il faut qu'ils soient inférieurs ou égal à votre revenu fiscal. Exemple, vous avez votre salaire, il est de 30 000 euros par an. Il ne faut pas que les loyers, par exemple, dépassent, là on parle de 23 000 euros, supposons que c'est 20 000 euros. 20 000 euros, il ne faut pas que ça dépasse, vos loyers, il ne faut pas qu'ils dépassent 20 000 euros, à savoir votre salaire, votre propre salaire d'un autre travail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité professionnelle. Là, on parle de location meublée non professionnelle. Donc, une condition sine qua non, c'est que les loyers ne dépassent pas votre, disons, vos revenus annuels amenant de votre activité principale. Par rapport à la fiscalité, c'est un point auquel j'y tiens. Soit on a deux possibilités. Soit on est en micro BIC, à savoir on applique la fiscalité sur 50% des loyers. Si vous encaissez 10 000 euros de loyer, ben, il n'y aura que 5 000 qui seront imposables. Ou bien, vous êtes imposable sur les frais réels. Quand est-ce qu'on fait appel? C'est optionnel, hein, ça veut dire on a le choix entre micro-BIC ou bien frais réels. Quand est-ce qu'on fait appel? Et on utilise surtout l'option BIC, micro-BIC. Micro-BIC, avant c'était micro-foncier, maintenant c'est micro-BIC. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise quand les charges, tout ce qu'on a payé pour les travaux ou autres, on va voir la liste tout à l'heure, ne dépasse pas 50% des loyers encaissés. Ça veut dire dans notre cas où les loyers sont de 20 000 euros, donc on a 50%, ça fait de 10 000 euros, de 20 000 euros, ça fait 10 000 euros. Donc il ne faut pas que les charges et les travaux qu'on a réalisés dépassent les 10 000 euros. Si ça dépasse les 10 000 euros, c'est là où on va retomber dans les frais réels, à savoir déduction de l'ensemble des charges. Quelles sont les charges déductibles en parlant des frais réels? Les charges déductibles, c'est l'électricité, l'eau, le téléphone, Internet, tout ce qui est charge fixe qui touche l'immeuble en soi. La taxe foncière, la taxe d'habitation, si on a, il y a quelques villes où ça reste, et la CFE, c'est ce qu'on appelle contribution foncière des entreprises. Il faut être inscrit aussi, ça c'est très important, il faut avoir un numéro au registre de commerce, c'est très important. Il est conseillé, généralement en LMNP, quand on est non professionnel, c'est pas si obligatoire que ça d'avoir un expert comptable. Par contre, si on est en professionnel, là c'est autre chose. Donc la gestion, elle est plus compliquée en fait. Donc, l'assurance également du bien en tant que propriétaire non occupant, on sait que chaque propriétaire, il doit prendre une assurance pour tout ce qui est incendie, tout ce qui est risque attentat, terrorisme ou risque de catastrophe naturelle. Donc, c'est très important d'avoir cette assurance-là de propriétaire non occupant. Il y a l'assurance également, ça c'est optionnel par contre, l'assurance de loyer impayé. Il y a également aussi les dépenses d'entretien et des petites réparations. Ça, c'est tout ce qui est inférieur à 600 euros. Là, c'est déductible également. Il n'y a pas que ça qui est déductible, heureusement, parce que sinon, ce n'est pas rentable. Il y a les charges de copro,
Donc, tout ce qui est charge de copropriété, nettoyage, syndic, tout ça, c'est déductible. Les frais de comptabilité, c'est-à-dire, si vous avez un expert comptable, c'est optionnel. Donc, vous avez le droit aussi d'avoir un expert comptable si vous êtes en LMNP. Et là, vous avez le droit de déduire cette facture. Et bien sûr, si vous adhérez à une CGA, bon, ça là on rentre un peu dans les technicités, mais c'est déductible également. Donc, c'est les 2/3 des frais qui sont restitués après réduction. Les frais de notaire, c'est important, c'est déductible également. Les honoraires d'agence immobilière, les intérêts d'emprunt, c'est-à-dire si vous faites appel à un prêt bancaire, vous allez déduire, pas la mensualité, mais les intérêts quand même, et les frais de dossier. Parce que quand vous empruntez, vous avez des frais de dossier bancaire à côté. Il y a également les frais de publicité pour la location, par exemple. Il y a les travaux également de rénovation, donc après le début de la LMNP, tous les travaux que vous avez réalisés avant de signer un bail meublé, eh ben, ce n'est pas déductible. Il faut faire très attention, c'est un piège dans lequel la plupart des investisseurs tombent dedans. Et il y a un point également qui est assez intéressant, c'est surtout l'amortissement des travaux de rénovation. Ça veut dire, si vous faites des rénovations d'électricité, ça veut dire vous remettez aux normes l'installation électrique, bah, vous allez l'amortir sur 4 ans, 5 ans, et tout dépend des travaux. Il y a des travaux qui sont amortissables sur 4 ans, d'autres sur 5 ans, d'autres plus, d'autres moins. Donc, chaque travaux réalisé a, disons, une date, plutôt une durée d'amortissement assez différente. Pourquoi? Parce que quand vous faites la peinture, vous pouvez les refaire tous les 5 ans. C'est pas grave. Par contre, si vous faites de l'électricité, bon, tout dépend des normes qui changent. Donc, voilà, tout dépend vraiment de la conformité de la chose. Il y a également l'amortissement des travaux d'amélioration, tout ce qui a été amélioré, les meubles également qui sont amortis, donc sur 5 ans généralement, puisque c'est de la location meublée. Donc, les meubles que vous achetez, vous allez les amortir. Et cet amortissement, vous allez le déduire du revenu, savoir les loyers encaissés. Et bien sûr, il y a l'amortissement des constructions. Donc ça, c'est vraiment une ventilation. Par exemple, un appartement qui vaut 200 000 euros, on va ventiler, on va se dire, bon, il fait, disons, 120 000 euros de construction et 80 000 euros, c'est le prix du terrain. C'est-à-dire, ça fait partie, l'immeuble où il est construit, disons, le ratio construction-terrain, il est de 80-20. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment à l'investisseur de déterminer, disons, le pourcentage de ventilation. Et généralement, on fait appel à un expert immobilier pour réaliser cette ventilation. Et généralement, l'amortissement des constructions, c'est sur 25 ans ou 40 ans. Merci pour votre attention. J'espère que c'était intéressant pour vous et je vous donne la parole. N'hésitez pas de poser des questions. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Besson. C'était très intéressant. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à poser à Besson, parce que je pense qu'il va clôturer dans 10 minutes, c'est ça, Besson? Il va partir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, c'est gratuit, hein, profitez. Vas-y, c'est bien. Profitez. Ah, c'est bien, ouais. Allez-y. Merci beaucoup, Sidi Bassem, pour la présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Ça offre vraiment une vue globale à toutes les lois qui existent maintenant en France pour l'investissement, surtout locatif. Et peut-être que je voulais juste poser une question, vu ton expertise sur l'aspect de voilà, l'investissement, les locations, les meubles, voilà, tout ce qui est meubles, tout ce qui est location, tout ce qui est
tout ce qui est achat Oui. d'appartements, voilà, c'est ce qui se passe maintenant en France, plutôt sur l'aspect des prêts. C'est-à-dire Hmm. que on n'arrive pas, si quelqu'un veut, par exemple, faire un investissement, il faudra avoir un certain niveau d'apport pour acheter, pour acheter voilà, pour acheter l'appartement, pour acheter la maison, pour acheter où il veut investir. Des fois, on est heurté par rapport à ce qu'on appelle les apports. Et je voulais juste savoir, vu ton expertise et aussi je suis sûr que tu as une vision sur le terrain, ce qui se passe maintenant. Quand maintenant, avant, c'était dans les années, peut-être dans les débuts de 2010, 2011, 2012, 13, 14, il n'y avait pas d'apport. Maintenant, il y a des apports de 20%, 30% et ça augmente. Selon toi, est-ce que il y aura toujours des augmentations ou il y aura un jour où on n'aura pas, par exemple, d'apport comme avant, selon ton expertise? Voilà. Merci Sidi Anwar. Effectivement, aujourd'hui, on fait face à une situation atypique, à savoir les banques. Auparavant, il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème de liquidité, si on peut dire ça. Et surtout, pas plus loin que 2020. 2020, il y avait des prêts à 0, ça veut dire c'était moins d'1%. C'est assez historique. Et qu'est-ce qui a fait que les taux ont augmenté? C'est que l'OAT, c'est le taux à risque zéro. L'OAT, c'est les obligations d'État, c'est les bons de trésor. Et on se base sur ces bons de trésor. Le bon de trésor, à savoir les obligations d'État, étaient un pourcentage négatif. C'est-à-dire, vous donnez 100, ils vous rendent limite 90. C'est assez bizarre, mais ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, les taux ont augmenté. Les banques empruntent ils prennent de l'argent de l'État et après, ils ont le droit d'acheter, si on peut dire ça, sur les marchés financiers. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel aux marchés financiers, ils empruntent de l'argent à un taux bien déterminé, selon le pays dans lequel ils appartiennent, par exemple la France. Si le taux de l'OAT il est assez élevé, c'est tout à fait normal que derrière, la prime de risque, elle va augmenter. C'est assez technique. En fait, on a le taux sans risque auquel on rajoute la prime de risque prise par la banque quand elle vous prête. Donc, il y a ce point-là. Le deuxième point, il y a le taux d'usure qui, à la base, il a été mis en place pour protéger les emprunteurs des banquiers véreux, à savoir ceux qui prêtent à des taux très élevés. Ce qui s'est passé, c'est que en 2022, c'était de 2,57. Ça veut dire que les banques n'avaient pas le droit de prêter au-delà de 2,57. Néanmoins, puisque l'OAT, la prime sans risque, elle a beaucoup augmenté, donc il n'y a plus de marge. Il y a un problème. Les banques, elles prenaient trop de risques. Sachant que elles prenaient trop de risques, sachant que les taux de 2,57, si ils achètent de l'État, si on peut dire ça, si le taux sans risque il est à 2%, il n'y a que 0,5, il n'y a que 50 points base. Donc, ce n'est pas assez rentable pour eux. Et ils savent que les taux vont se resserrer dans l'avenir sur le marché mondial. Pourquoi? Parce qu'on est tous rattachés, si on peut dire ça, à la Banque centrale européenne, à la Fed et à la Banque mondiale. Et généralement, si vous entendez parler que les taux vont augmenter aux États-Unis, automatiquement, ça va augmenter en Europe. La Banque centrale européenne, elle ne fait que calquer ce qui se passe aux États-Unis.
C'est toujours le cas. Donc, si la Fed annonce des augmentations de taux, sachez que ça va augmenter en France, mais ça sera décalé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les banquiers sont en panique. Le système monétaire, il est en panique. C'est-à-dire, ils s'attendent à ce que la guerre en Russie, plutôt entre la Russie et l'Ukraine, elle va perdurer. Donc, ça va créer des problèmes sur l'économie mondiale. Il y aura un problème de solvabilité des États. Il y a également un problème géopolitique avec la Chine et Taïwan. Donc, il y a pas mal de problèmes dans le monde actuel. Il faut savoir que le système monétaire, il est très fragile. Il suffit qu'il y ait un attentat, il suffit qu'il y ait, on l'a vu déjà pendant la crise pétrolière, on l'a vu pendant la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak en 1990, on a vu son impact direct sur les taux. Donc, cette notion de taux, elle est très fragile. Elle ne fera qu'augmenter. Déjà, on s'attend à ce que ça soit à peu près à 4,50 d'ici juin 2023. Donc, ça va augmenter et malheureusement, les apports aussi. Ça veut dire aujourd'hui, on vous demande entre 17 et 20% d'apport, sachant qu'en 2020, c'était limite sans apport. Et vous financez genre 110%. Il y en a même à 110%. Ça veut dire qu'il vous finance même les frais de notaire. Ça, c'est révolu. C'est plus à l'ordre du jour, malheureusement. Aujourd'hui, les taux sont très élevés et ils seront de plus en plus élevés. Ils seront très sensibles à ce qui va se passer sur l'aspect géopolitique dans le monde. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vous dis? Il ne faut jamais oublier qu'en 1900, dans les années 80, à peu près, dans les années 80, les taux, entre 70 et 80, les taux, ils ont atteint 12, 13, 14%. Ils étaient, voire plus. Et les gens empruntaient quand même. Ça veut dire que ça reste toujours rentable. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'investir en bourse, ou bien garder de l'argent sous le lit, malheureusement, l'argent se dévalorise. 1 000 euros il y a 10 ans, ce n'est pas la même valeur qu'aujourd'hui. 1 000 euros il y a 10 ans, on achetait pas mal de choses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, si vous avez mis les 1 000 euros dans l'immobilier, aujourd'hui, ça vaudrait 15 fois plus. Vous voyez la différence? C'est que c'est vrai, les taux sont en train d'augmenter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ils ne cesseront d'augmenter. Moi, je m'attends à ce que ça va augmenter jusqu'à 5-6%. Donc aujourd'hui, déjà, profitez tant que les taux, ils restent plus ou moins. Moi, j'ai des investisseurs qui me parlent actuellement, qui me parlent de 3,5. Les taux sont de 3,5, 3,50, 3,70. C'est mieux que 4,50 en juin 2023. Donc, ça va jouer sur les mensualités. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus les mensualités vont augmenter derrière. Donc, moi, personnellement, je vous dis, voilà, ceux qui ont un apport, surtout, il faut que ça soit de 20%. Moins de 20%, moi, malheureusement, les dossiers ne passent plus. C'est-à-dire les courtiers spécialisés dans les prêts immobiliers me disent comme quoi il y a 8 dossiers sur 10 qui ne passent pas. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire a peur. Il a peur de prêter pour l'achat d'un bien, à savoir un appartement. Ils vont financer 200 000 euros. Si demain, il y a l'éclatement d'une bulle, parce que quoi qu'on dise, les prix ont explosé. Et c'est devenu du n'importe quoi, surtout sur Paris. Mais également dans les autres villes, ça a dépassé le pouvoir d'achat des ménages. Par rapport au ratio entre le salaire et les biens immobiliers, le salaire annuel et les biens immobiliers ne correspond plus.
Donc, on s'attend à une baisse des prix de l'immobilier courant 2023. Pourquoi? Parce que ça a commencé par une stagnation des transactions, c'est-à-dire le volume de transactions a baissé, les volumes de ventes. Une fois que le volume des ventes baisse, à partir de là, il y aura soit des vendeurs qui n'ont pas besoin de vendre, c'est des investissements. Donc, ils disent, bon, moi, ce n'est pas des pommes de terre, ça ne va pas pourrir. Donc, je vais les garder, je vais attendre à ce que cette tendance baissière, elle passe. Et d'autres qui sont obligés de vendre si ils ont un crédit relais ou bien un prêt relais, ceux-là, ou bien pour financer les études de leurs enfants, malheureusement, ceux-là, ils sont obligés de vendre. Là, je parle en tant que dire ça, de conseil d'investisseur, c'est là où on fait des bonnes affaires. Ça veut dire que il faut trouver la perle rare et surtout avoir les 20%. Ou bien il y en a qui veulent partir à l'étranger, partir à la retraite ou autre. Et en parlant de la loi Pinel, par exemple, c'est très important, je me pose des questions. La loi Pinel, est-ce que c'est intéressant d'acheter en loi Pinel? Moi, je vous dis oui et non. Oui, pour ceux qui payent vraiment trop d'impôts, et non pour ceux qui ne payent pas énormément d'impôts. Ça veut dire à partir de 10 000 euros, c'est intéressant. Pourquoi? En deçà, ce n'est pas intéressant parce que dites-vous que c'est vrai que vous allez faire des économies. Mais il s'est avéré, après une étude, disons, de marché, que les biens proposés par les promoteurs en tant que loi Pinel sont toujours surévalués. Ça veut dire qu'ils sont vendus à 10, 15, 20%, 30% plus cher que le marché. Pourquoi? Parce qu'ils vous vendent le dispositif Pinel. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, il vaut mieux acheter moins cher aujourd'hui que plus cher. Parce que 1 000 euros d'aujourd'hui, ça sera pas vous n'aurez pas le même pouvoir d'achat que dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc moi, personnellement, je considère que la loi Pinel, c'est intéressant à partir de 10 000, ceux qui ils ont pas mal de trésorerie et ils cherchent vraiment à baisser énormément leurs impôts et ils n'ont pas le choix. Bon, ils peuvent le faire, ok, comme ça ils sont tranquilles, mais je serais plus partant pour la LMNP, c'est-à-dire location meublée non professionnelle. Parce que la location meublée professionnelle, c'est tout ce qui est... il faut que les loyers dépassent les 23 000 euros. À partir de là, il y a d'autres obligations. Il faut avoir un comptable, il faut avoir... il faut avoir pas mal de choses. Donc moi, personnellement, je vous dis, restez sur la LMNP, c'est la plus intéressante. Et voilà. En tout cas... dites-vous que les prix vont baisser, certes, mais les taux vont augmenter. Nous sommes dans un dilemme rarement rencontré dans l'immobilier, parce qu'auparavant, il y avait cette problématique certes, de taux qui baissait plutôt, mais là, avoir une augmentation si rapide que ça, en même pas un an et demi, on voit que c'est vraiment l'impact de la guerre en Ukraine. Dites-vous que quand c'était le Covid, c'est resté 0, le taux d'intérêt, il était inférieur à 1%. Donc même le Covid n'a pas impacté les prix immobiliers. Il n'y a que la guerre qui a fait que les taux ont explosé. Ça veut dire qu'il y a une incertitude géopolitique mondiale qui fait que le système monétaire a du mal à baisser ses taux. J'espère que j'ai répondu. Sidi Anwar. Merci beaucoup, Sidi Bassim. Vous avez sincèrement, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Effectivement, comme vous avez dit,
Malheureusement, il y a ce contexte géopolitique qui impacte un petit peu tout ce qui concerne l'immobilier, ça impacte tous les investissements concernés. Merci pour le détail que vous avez évoqué. Sincèrement, c'est très, très intéressant pour nous tous. Ouais. Merci beaucoup, Sidi Bassim. Je vous en prie. Je pense Sidi Radouane, il n'y a pas de- Sidi Radouane, un professionnel Salam Sidi Radouane, un professionnel de l'immobilier que je reconnais. Avez-vous alaikum, une ça question? va? Ah, j'ai une petite question, je pense que j'ai bien compris. J'ai acheté un petit bien à la campagne. Je vais le mettre en location pas professionnelle, non professionnelle. Donc, il ne faut pas que je Oui, dépasse le 23 000 euros, c'est ça? exactement, exactement. Il ne faut pas Et dépasser les 23 000 euros. d'accord, ça marche, c'est impeccable. Et autre chose, quand j'ai acheté là, j'ai acheté il y a 2 ans. Oui, Et j'ai reçu un montant à régler par rapport aux poubelles. Et oui, normalement, il n'y a personne qui l'habite dedans. Et plus que ça, oui. j'ai pas fait les travaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je veux savoir, il faut payer ou normalement, il n'habite personne là-bas. Oui, il peut y avoir une dérogation par rapport à ça. Donc, il faut, Ouais, en fait, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Ça, c'est une exactement. partie de la taxe foncière. Ça, c'est une partie de la taxe foncière, en fait. Il y a deux parties. Il y a la taxe communale, et il y a également d'autres taxes. Et in fine, il y a la taxe d'enlèvement, taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Là, il y a moyen de négocier euh, avec l'administration fiscale et leur dire, compte tenu que c'est dans un village où il n'y a même pas de passage et il n'y a même pas de poubelle, donc voilà, quoi. C'est comme si vous payez pour une télé que vous n'avez pas. Donc C'est il y exactement a ça. moyen C'est de, ça que j'ai il y a moyen expliqué de au négocier. téléphone. Ouais, bah, c'est ça que j'ai expliqué. Il m'a dit, il faut passer. J'ai dit, OK. Normalement, j'ai dit, je ne paye pas 300 et quelques euros déjà. C'est Ouais, 300 et quelques, ouais, c'est pour 4 personnes. J'ai dit, il habite personne ouais, là-bas. ouais. Il n'y a personne. Et comment vous avez compté? Il m'a dit, non, quand il achète quelqu'un, on fait 4 personnes. Le minimum au mois s'il ne déclare pas. Bah, j'ai dit, il habite personne. Ouais. Donc, il faut que Alors, je parte à Auxerre. Normalement, il m'a dit, c'est à Auxerre. Je pars pour voir avec eux ça. Et autre chose, vous avez parlé par rapport à l'isolation. ouais, Et on sait qu'il y a l'aide de l'État. Mais quand ouais, tout à fait. j'ai appelé une société, moi, l'autre maison, elle fait 100 et quelques mètres carrés, à peu près 160 mètres carrés de la façade. Ouais. Mhm, Et il m'a dit, il ne faut pas le faire, il faut faire jusqu'à 100 mètres carrés. Après 100 mètres mhm. carrés, il faut que je paye de mes poches. Oui, en fait, les subventions, il faut voir les subventions parce que tout dépend. Déjà, l'isolation, le DPE de la maison, il est quoi? Ça veut dire, c'est classé quoi? C'est classé E, G, F? Je pense, C'est quoi le classement énergétique? je pense, Si c'est G, ouais, si c'est G, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la loi climat, qui est applicable à compter du 24 août 2022, ouais, déjà, c'est interdit de la louer. Même en LMNP, c'est interdit. ouais. Ça, c'est de 1. Ça s'appelle une passoire thermique. Et de 2, il y a des subventions pour ça. Il y a tout ce qui est normalement le système Rénov'. Il y a pour l'isolation, je peux même faire une. Bon, si ça vous intéresse, je peux vous faire une formation sur la loi climat qui est très intéressante, à savoir Ok. tous les logements qui sont en DPE, en diagnostic performance énergétique, en F ou en G, ben, ils seront interdits de location Mais à là, compter du mois celui-là d'août. le premier que j'ai fait les Pardon. travaux, j'ai fini les travaux, il était en G, mais j'ai mis l'isolation intérieure. Hein. Oui, tout dépend en fait. Mettre l'isolation, ça ne veut pas dire que ça va passer en E ou bien en D. Ouais, C'est ça, il faut refaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles normes DPE
ne sont plus les mêmes. Elles sont beaucoup plus drastiques qu'auparavant. Exactement. Exemple, les promoteurs qui ont livré disons le 1er janvier 2022, ils ont livré un projet classé A. Classé A, ça veut dire c'est parfait. Avec la nouvelle norme et surtout après la loi climat, si un DPE, si un diagnostiqueur il passe, ce sera plus en A, mais ce sera en C. D'accord. Ça veut dire que tout a changé. C'est devenu drastique. Pourquoi? L'objectif de l'État, c'est de, disons, pousser les investisseurs et surtout les contribuables, tous les Français, à ne plus utiliser les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'ils Exactement. cherchent l'indépendance par rapport au pétrole. Et ils poussent tous les Français à utiliser soit l'énergie, l'électricité, puisqu'on a le nucléaire, ou bien revenir au bois et à la géothermie et tout ce qui est renouvelable. Bon, l'éolienne, c'est plus à l'ordre du jour, mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment une indépendance énergétique. Oui, c'est ça que j'ai fait. La maison, ça chauffe en électricité. J'ai fait Ouais. l'isolation intérieure. Donc, j'ai plus moi ni chaudière ni rien du tout là. Oui, surtout les chaudières en gasoil, en Fiole, fioul. ouais, en fiole, ouais. Chaudières Moi, j'ai au rien fioul là, sont j'ai tout interdites en aussi. électricité. Les radiateurs en électricité. J'ai fait l'isolation intérieure. C'est pour ça que j'ai demandé même pour l'isolation extérieure. Mais moi, j'ai une grande façade. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que faire passer un diagnostiqueur pour faire un audit énergétique. C'est obligatoire aujourd'hui. Audit D'accord. énergétique, il va vous permettre de savoir de quelle classe énergétique vous dépendez. Et à partir de là, vous aurez le droit de louer ou bien de ne pas louer. Ok, ça marche, monsieur Bassim. Barakallahu fik. Je vous en S'il y prie. a des travaux avec le groupe, je suis là. Hein. Je fais au moins de Ne vous inquiétez publicité. pas. On arrive à Auxerre, Redouane, on arrive à Auxerre. Inch'Allah, avec plaisir. Wallah. On laisse qu'il y a de soleil, on passe un bon On fait journée. un barbecue comme ça autour du Avec sujet plaisir. de Bassim. Ça marche, merci. Merci, barakallahu fikum. On a une autre question, Monsieur Boudiba. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum à tout le monde. Sidi Khadim. لا سي Bonsoir, باسم Sidi Khadim. مرحبا أخي مرحبا. شنو أحوالك؟ J'ai deux questions, mais avant les deux questions, je voulais te dire juste pour l'isolation qui a parlé M. Redouane, hein, il faut que les R de mur un minimum un 370 du minimum pour qu'il fasse l'isolation, parce que le mur il fait 0,5 en R, il faut qu'il finisse minimum 370 avec l'isolant. Ça se calcule par rapport au fournisseur qui fournit l'isolant. Une fois il a fait l'isolation, mais il peut arriver même à 470 avec l'isolant, parce que là, je suis en train de faire les rénovations des appartements pour mes clients. On est arrivé même à 470, on a trouvé un isolant qui fait 11 cm à 470. Ah oui. Ça veut, là, avant, il était en F ou en G, je pense. Mais mais il est arrivé jusqu'à C. Et il peut le louer. Parce que en ce moment, s'il est en F ou en G, il ne peut pas le louer. Il va pas à partir, comme tu as dit, à partir de août 2022. Et on a commencé les travaux avant ça, depuis mai 2022. Parce que le client, il a eu des informations pour ça. Il voulait gagner du temps. Et là, on revient pour mes questions, M. Divas. C'est des préférences de faire un SCI ou pour acheter ou en personnel, c'est mieux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, c'était intéressant, les SCI. Les SCI ont été créés et mis en place pour tout ce qui est passation et, si on peut dire ça, c'est des donations aux enfants.
c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire pour passer le patrimoine aux enfants. D'accord. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que si c'est si c'est une mutation via une donation simple, il y aura des droits d'enregistrement qui sont supérieurs à une cession de parts sociales. Parce que si c'est une SCI, c'est une société. Donc, Une il va y société, avoir oui. une cession de parts sociales. Si c'est des cessions de parts sociales, la fiscalité, elle est beaucoup plus intéressante que si c'est des droits d'enregistrement standards. D'accord. Néanmoins, depuis quelques années, il y a le droit de passer à chaque enfant 100 000 euros, 100 000 euros de l'équivalent en patrimoine avec 0 euros de fiscalité. Mais il faut que ça soit fait, je crois que c'est tous les 5 ans, un truc comme ça. C'est tous les 5 ans, vous avez le droit de passer, de donner à vos enfants 100 000 euros, un patrimoine de 100 000 euros. Il faut voir surtout la durée. La durée, je ne suis pas sûr si c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Donc, à partir du moment où vous pouvez passer, genre, vous avez un bien de 300 000 euros ou de 400 000 euros, vous avez 4 enfants, en une fois, vous donnez 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros par enfant, vous n'avez pas besoin de faire une SCI. Pourquoi faire une SCI? Généralement, c'est pour, c'est pour les donations qu'autre chose. C'est pour ça que les gens ils faisaient des SCI. Ils faisaient pour ça et pour déduire tout ce qui est charge, ou bien si c'est soumis à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, récupérer la TVA pour ceux qui font beaucoup de travaux. Là, c'est intéressant. Généralement, ceux qui font des SCI à l'IS, généralement, soit ils ont des sociétés de rénovation, soit ils sont investisseurs, ils ont beaucoup d'investissements et c'est leur métier. C'est des marchands de biens. C'est ce que je voulais comprendre parce que j'ai une société de rénovation et là je loue un local presque 1 000 euros tous les mois. Et j'ai un bureau à Paris, je paye des charges. Là, ça m'intéresse de faire un SCI et déduire les charges de la société de la rénovation. Et ça rentre dedans. Exactement. Exactement. Il faut y avoir, ça s'appelle un comptablement, on appelle ça un va-et-vient. C'est-à-dire, il peut y avoir, avec la SCI, il y a moyen, même la SCI, elle peut acheter aussi vos locaux de bureau. Et là, c'est intéressant. Non, moi, j'ai dit, j'achète, excuse-moi, moi, j'ai dit, j'achète ma maison avec un grand terrain et j'ai fait mon local dans la maison. Oui, bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Il y a mon frère avec moi en associé, il peut acheter une maison à la SCI aussi. Vous pouvez en fait vous faire un bail à vous-même. Ça veut dire c'est la SCI qui fait un bail à la société. Oui, et là, ça part de la poche droite à la poche de gauche. Et quand c'est comme ça, c'est moi qui je paye la SCI. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est la société de rénovation qui paye le loyer à la SCI. Parce que c'est deux sociétés morales différentes. Fiscalement, c'est deux choses différentes. Même si vous êtes des deux côtés, pour eux, ce n'est pas Monsieur Bodiba qui est des deux côtés. Non, c'est deux sociétés morales. D'accord. Il y a même la possibilité, si vous avez une SCI 1 et une SCI 2, il y a la SCI, elles vous appartiennent toutes les deux. Vous pouvez vendre un bien de la SCI 1 à la SCI 2. D'accord. La SCI 2, elle fait un prêt à la banque. Oui. Et la SCI 1, quand elle a vendu son bien, ça lui permet d'avoir de la trésorerie. Comme ça vous permet à la SCI 1 d'acheter d'autres biens. Ça, c'est des techniques ça, c'est très bien. d'investissement. Voilà, c'est quelques astuces qui peuvent servir. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Salam à tout le monde. Salam. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions, Monsieur Bessel. Si tu veux, en clôture pour ce soir. Merci pour cette invitation et merci de m'avoir permis de faire cette présentation. Merci Sidi Enis et Sidi Anwar et toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, Sidi Bassim. Bonne soirée. Merci. Allez.